Salut, pour commencer, qui es-tu? Moi je suis Julien, je travaille chez Dash Secret Publishing, une maison d'édition, et on a sorti notre premier projet qui est ici, de l'Askamit. Voilà, tome 1, tome 2. Le tome 1 c'est bientôt 30 000 exemplaires je crois. Le tome 2 a un meilleur démarrage que le tome 1 et le tome 3 arrive très bientôt, fin 2023 si tout se passe bien. Et c'est le premier projet de notre maison d'édition. On a une particularité avec notre maison d'édition, c'est qu'on raconte des histoires afro. Quand je te dis afro, c'est autant Madagascar, le Congo, le Maroc, le Cap-Vert, les territoires ultramarins, Guadeloupe, Martinique, les Amériques et l'Europe, parce qu'il y a des communautés afro qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Pourquoi? Nous on se dit pourquoi pas, car avec le manga on apprend toutes les mythologies, notamment asiatiques et japonaise. Avec le comics américain, on apprend la culture américaine, et avec la BD franco-belge, on apprend les cultures européennes. Et nous, on se dit qu'on a eu beaucoup d'histoires de ninjas, de samouraïs, de vikings, de zombies, et elles sont géniales et bien écrites, et on voulait aller sur d'autres domaines mythologiques qui n'étaient pas explorés. C'est génial. Et est-ce que le manga, en termes d'esthétique, en termes de dynamique, en termes de code, il se marie bien avec cette culture, j'imagine? Totalement, totalement. C'est que ce qui est bien avec le manga, c'est un médium avec qui tu peux te raconter toutes les histoires du monde. Nous, la différence, c'est que dans la narration de l'Askamit, c'est du shonen. Shonen pur, un Naruto, un One Piece, un Dragon Ball. Mais la particularité, c'est que les codes culturels vont changer. C'est que, exemple, au lieu de manger des sushis et des ramen, tu vas manger du couscous et du mafé. Au lieu de rencontrer Nobunaga, tu vas rencontrer Mansa Musa ou le roi Ménélik. Au lieu de rencontrer les divinités, le taoïsme, tu vas rencontrer le vaudou. On a changé juste les codes culturels, mais c'est la même chose. C'est techniquement la même chose. Et du coup, donc c'est des auteurs qui sont français ou qui sont c'est ça. En tout cas, Oui, française. Ils sont français. C'est deux auteurs, Mike Damby et Donuno, qui ont créé de l'Askamit. Ils sont français. Un qui est originaire de Guadeloupe, du Gosier, et un autre qui est originaire de Paris. Ok. Et on voit depuis pas mal de temps maintenant, mais ça reste quand même assez récent, qu'il y a une nouvelle vague justement d'auteurs un petit peu français, qu'on commence à voir de plus en plus en librairie et dans les projets de maisons d'édition, des titres d'origine française, alors qu'avant le manga c'était exclusivement asiatique. Bien sûr. J'imagine que du coup c'est une forme de manga un peu plus moderne. Comment tu te positionnes par rapport Totalement. Oui, il y a une culture manga française qui est indéniable. Le premier manga qui arrive en France, je crois que c'est 1963. Après il y a eu la génération Goldorak, etc. Club Dorothée. Il y a une culture manga français, il y a des jeunes gens qui ont grandi avec le Club Dorothée, c'est resté en eux, ils peuvent pas regarder Netflix, ils regardent que Crunchyroll ou ADN, et en soi, pour moi, le manga aujourd'hui, c'est un peu comme le rap ou le foot. Le rap, c'est pas français, c'est américain, mais il y a une véritable culture française du rap. Le foot, c'est pas français, c'est anglais. Il y a une véritable culture du foot en France, parce que les gens ont grandi avec, on prenne du plaisir avec, et en plus, et on grandit avec surtout. Et on sait aussi en termes de chiffres, de statistiques, etc., que le manga donc, a énormément explosé en France et d'une manière générale en Europe et en Occident. Bien sûr. Comment ça se passe sur le continent africain, sur la percée de ce médium? Clairement. Déjà sur ce médium, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est une exception culturelle et de marché, parce qu'on est le pays européen, même le pays du monde, où on a le plus de bibliothèques, de librairies par habitant. C'est exceptionnel. Même en Europe, il n'y a pas ce niveau et ce tissu. Sur le continent africain, c'est totalement différent en termes de logistique. Il y a moins de points de distribution, de points culturels, mais c'est en train de s'installer aujourd'hui. Nous, on est distribué dans plus de 50 pays, et notamment une quinzaine sur le continent africain, et ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas comme nous en Europe, où on peut se rendre à la fois à la Fnac, on peut se rendre à la fois chez Cultura, on peut se rendre dans la librairie du coin, à la médiathèque, où le produit est disponible. Mais c'est en train de venir, car les codes de consommation aujourd'hui, ils se rejoignent un peu partout. Voilà, partout où on va dans le monde, il y a un Starbucks, il y a un McDo, partout où on va dans le monde, les gens veulent consommer de la culture, et on est en train d'y arriver tout doucement. Et du coup, tu as dit que vous avez monté votre maison d'édition. Est-ce que vous avez décidé de monter votre projet parce que vous avez senti que ce que vous pouviez apporter au manga, vous ne pouviez pas forcément le trouver dans une autre maison? Vous aviez besoin de créer votre propre écosystème en quelque sorte? Totalement, totalement. Ça part d'un parti pris sur la question de la représentation positive. Nous, quand on était plus jeunes, quand on regardait Dragon Ball, parce qu'il y a Mathieu qui est le directeur artistique, il n'est pas là aujourd'hui. Il sait toujours son personnage préféré, c'était Satan Petit Cœur. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui pouvait paraître qui était noir, tout simplement. Moi, je me prenais pour Vegeta. Pourquoi? Il avait du caractère, et pour moi, c'était un Algérien. Allez savoir pourquoi, c'était comme ça. Et aujourd'hui, voir des personnes qui sont originaires d'Afrique, du Maghreb, subsaharien, des territoires ultramarins,
ça n'existe pas. Ou il y a très longtemps, maintenant c'est en train de changer, c'était des caricatures. Où c'était pas l'héros, l'héroïne la plus stylée, la plus sympa, la plus forte. Et donc on a décidé au lieu d'attendre la représentation positive, c'est quelque chose qu'on doit engager par nous-mêmes. Et si on veut qu'il y ait un changement, on doit être les acteurs et les actrices de ce changement. Et on est passionné de manga, de comics, de pop culture, et on s'est dit autant le faire. Car aujourd'hui, d'avoir une maison d'édition et des produits, des expériences manga qui sont dédiées à ça, ça n'existe pas et on a voulu embrasser la démarche à 100%. Ok, génial. Et du coup, c'est vrai que tu l'as dit, notamment avec la culture Internet et le fait que tu aies parlé de Vegeta, qui pour toi était algérien, etc. Avec la culture Internet, on a vu aussi que le manga, ça a été de base considéré comme une sorte de contre-culture ou de sous-culture qui s'est très vite retrouvé très intégré au code du rap, notamment, tu l'as dit, Totalement. et disons à des tranches de population qui sont peut-être socialement ou culturellement moins valorisées. Donc, de manière un peu caricaturale, on va dire les banlieues, les cités, etc. Et c'est vrai que pour le coup, c'est des zones où, comme tu l'as dit, on voit très peu de héros qui ressemblent à leurs lecteurs. Bien sûr. Donc non, c'est une belle initiative. Et pour nous parler un peu... Vas-y, je te Non, oui, même pour aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, sans compter, parce que on est aujourd'hui à la Japan Expo, alors je pense qu'à la Japan Expo aujourd'hui, il y a très peu de Japonais ou d'Américains. On n'a pas besoin d'être quelque chose pour aimer des histoires et des cultures. Toutes les cultures sont incroyables et fantastiques, il suffit juste d'avoir de la curiosité. Nous, on rêve demain qu'il y ait du manga portugais, polonais, sénégalais, chilien, canadien, car toutes les cultures sont fantastiques. Aujourd'hui, qu'on découvre, on regarde Demon Slayer, ce qui fait, ils reprennent les arts mystiques japonais. Dragon Ball, c'est la légende du roi singe. Naruto, c'est les ninjas qui ont réellement existé. One Piece, les pirates, et des histoires propres à chaque pays, chaque région. Il en existe des milliards. Donc en soi, tout le monde peut trouver son compte, mais il faut juste se lancer pour pouvoir casser les normes. Et on a quand même vu, alors c'était très rare, mais il y a quand même quelques titres, disons, de manga qui ont pu avoir des personnages principaux noirs. Moi, je pense notamment à Afro Samurai ou des choses comme ça, où c'est un peu la référence ultime en la matière. J'imagine que c'est des trucs que vous aviez forcément en tête un petit peu d'une manière ou d'une autre. Alors oui, inconsciemment. Alors Afro Samurai, c'est une exception parce que Afro Samurai, oui, c'est un personnage noir, mais qui est dans des codes japonais et asiatiques. En aucun cas, on voit, nous, dans notre histoire, les guerriers, leurs codes guerriers, leur nourriture, leur tenue, c'est des codes culturels africains. Donc c'est là qu'il y a une petite nuance qui est différente. Par exemple, comme Yasuke, parce que Afro Samurai est souvent cité. Et Yasuke, c'est pareil. Yasuke, d'ailleurs, un des projets d'édition qui arrive, ce sera son histoire, parce que c'est une icône de la pop culture, notamment sur ce point-là. Et qui va avoir un film, exactement. C'est qu'on peut voir des personnages noirs ou des personnages racisés, mais ils sont toujours dans des codes inscrits asiatiques ou japonais. Et nous, il était essentiel d'aller d'embrasser cet univers de manière transversale et à 100%. Et est-ce qu'au niveau strictement technique, dans la façon de dessiner, donc j'imagine aussi dans les décors, est-ce que vous avez pu peut-être éventuellement vous puiser dans des formes d'art qui sont typiquement africaines, ou est-ce que vous êtes strictement, pas limité, mais approprié les codes du manga? Comme tu as pu le voir dans le tome 1 et le tome 2, c'est du code manga, shonen, ça bouge pas. Mais en soi, oui, on a travaillé avec des historiens et des historiennes qui nous ont fourni du contenu pour qu'on puisse créer des éléments qui sont dans l'histoire. Même si c'est une Afrique fictive, on se sert d'éléments qui sont existants pour pouvoir construire et peut-être densifier le contenu et cet aspect culturel marqué qui est très fort et impactant sur de l'Askamit. Et du coup, là, vous êtes à Japan Expo, c'est votre première Japan Expo? Non, c'est notre deuxième, depuis qu'ils sont venus ici après le Covid. En fait, non, c'est notre cinquième avec eux. On a fait, là c'est la deuxième Paris, on a fait 2 fois Japan Expo Sud, on a fait la Japan Expo Centre, parce qu'elle est en train de se... Et on a rencontré les fondateurs, notamment la fondatrice Sandrine, qui nous a accueillis à bras ouverts. Et nous, c'était un rêve. On vient à la Japan Expo depuis petit. C'était un événement qu'on faisait, se retrouver derrière le stand et rencontrer des gens qui sont intéressés par le projet. C'est un rêve éveillé pour nous. C'est quelque chose d'incroyable. Et du coup, quand vous rencontrez votre public, est-ce que vous avez l'impression que c'est des gens qui sont venus vers The Last Commit et votre projet parce qu'ils étaient en recherche précisément de ce type d'esthétique, de ce type d'histoire, ou simplement parce qu'ils avaient envie peut-être un peu de se dépayser par rapport à ce qu'ils peuvent avoir l'habitude de lire? Oui, jamais, tu as tout dit, c'est les deux. En fait, tu as des personnes qui... en fait, dans le manga, les shonen, c'est un peu toujours la même histoire, c'est toujours un peu les mêmes univers, il y a toujours cette même quête initiatique qui se reproduit. Donc les gens, notamment dans le manga, et pourtant dans le manga, pour moi, c'est le genre où c'est le type où il y a le plus de genres. C'est assez incroyable la densité qu'il peut avoir, mais on avait besoin de quelque chose de renouveau. L'Afrique attire. Il y a beaucoup de gens
connaissent l'Afrique, mais il y a ce côté mystérieux, ils n'y sont jamais allés. Voilà, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Et en même temps, il y a des personnes voilà, sur la question de la représentation, d'avoir une fois une histoire avec des personnages qui sont issus du continent, ça les intéresse également aussi. On va passer plus précisément sur le titre. Raconte-nous ce que c'est l'Ascamite. De quoi ça De parle? l'Ascamite, c'est une quête initiatique d'un héros et d'une héroïne, Sanka et Emani, qui veulent devenir apprentis gardiens. Donc les gardiens, ils sont les protecteurs de l'humanité et de la nature. Et donc dans cette aventure, on va aller découvrir des empires, des royaumes, du divinité, de la bestiaire, de la mythologie africaine et africaine. Et vu qu'on est dans du shonen pur, il y a de l'amitié, il y a du combat, il y a de l'aventure, il y a de la trahison, il y a de l'antagoniste, protagoniste, il y en a qui sont entre deux, on ne sait pas. Et on va aller dans toute l'Afrique et dans toutes ces sous-régions et régions, et en fonction des régions, sous-régions, tout va changer. Les décors, l'écosystème, tout va être transformé de par la densité de ce continent et de sa mythologie. Génial. Et pour l'instant, donc il y a 2 tomes qui sont sortis. Tu as dit qu'il y avait un 3e qui était en route. Vous prévoyez combien de tomes idéalement? C'est quoi le plan de route? Le premier arc, c'est une vingtaine de tomes, 21 pour être précis. Là, le 3e tome arrive et on va essayer, les auteurs sont en pleine réflexion pour accélérer le rythme de production. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien et grâce, j'allais dire à cause, mais grâce à Netflix, les gens veulent consommer leur contenu assez rapidement et on n'est pas encore sur un niveau de nos amis Oda, etc. Donc on veut aller beaucoup plus vite et surtout que nous, dès 2024, il y a de l'Ascamite qui est le flagship, notre première licence, mais on a une dizaine de licences manga qui arrivent dans la maison d'édition. Et du coup, en termes de points de vente, vous êtes distribué où est-ce qu'on comment on peut faire pour trouver vos titres? Très simple, déjà notre site internet, www.delascamite.com. Après, classique, la Fnac, Cultura, Amazon, Erol. On a plus de 150 points de vente, je crois, à l'international, donc on peut nous trouver assez rapidement. Eh ben, génial, je pense que c'est bon. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et puis bonne continuation. À bientôt.